L'éducation n'est pas simplement dans nos sociétés l'affaire de l'école. C'est peut-être une métonymie, comme on dit en matière stylistique, que d'appeler notre ministère qui s'occupe de l'école, ministère de l'Éducation nationale. En France, ce ministère qui s'appelle de l'Éducation nationale est en réalité bien plus un ministère de l'institution scolaire. L'institution scolaire qui est un acteur absolument décisif dans l'éducation de nos enfants. Mais je voudrais pour commencer vous dire à quel point tous les chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur l'enfance et la jeunesse pensent que l'éducation ne peut pas se limiter à l'école, que l'éducation est globale, qu'elle est de tous les instants, et qu'un enfant, un adolescent grandissent parce qu'ils sont entourés d'un ensemble d'acteurs qui travaillent à cette éducation. Parmi ces acteurs, il y en a 3 qui sont des acteurs privilégiés. J'ai l'habitude de dire que ce sont les 3 piliers éducatifs fondamentaux. Les parents d'abord. Je dis les parents parce qu'il y a encore une vingtaine d'années, on aurait pu dire la famille, mais les choses ont évolué, elles sont configurées aujourd'hui un peu différemment, et c'est plutôt les parents, avec la diversité des configurations familiales, qui constituent le premier acteur éducatif. Les parents ont un rôle fondamental, essentiel, ils accueillent l'enfant dans le monde. Ils lui procurent cet environnement sécure, ils lui garantissent qu'il sera heureux, qu'il ne sera pas abandonné, mais que néanmoins il devra assumer, accepter l'idée d'être de temps en temps un peu frustré, qu'ils ne seront pas toujours là quand il aura envie qu'ils soient là. Que parfois cet enfant aura faim et qu'il lui faudra attendre avant de manger, qu'il sera mouillé, il lui faudra attendre avant d'être changé, il aura envie d'être dans les bras de ses parents qui ne seront pas complètement disponibles. Cet enfant va apprendre petit à petit la frustration, mais une frustration heureuse, une frustration promesse, une frustration qu'il ne vivra pas dans le malheur, la douleur et la souffrance, mais qu'il vivra dans l'attente et dans l'espérance positive que ses parents non seulement ne l'abandonneront jamais, mais seront toujours là pour prendre soin de lui. On sait à quel point cet apprentissage est essentiel, déterminant, qu'il va être fondamental pour que l'enfant passe de l'impulsivité capricieuse, de celui qui veut tout de suite, immédiatement, à la réflexivité, à la capacité de prendre du temps et progressivement d'intégrer la temporalité pour se construire de la pensée. Dès le plus jeune âge, on sait que l'enfant se construit de la pensée. Il se construit de la pensée dans cette attente, et il se construit de la pensée parce que cette attente est habitée. Elle est habitée par un environnement que ses parents ont construit, qu'ils ont élaboré. Elle est habitée par des paroles de confiance que même s'il ne comprend pas, lui permettent d'être rassuré. Elle est habitée, cette attente, par la certitude d'être protégé, d'être aimé, par la certitude qu'il existe des adultes qui garantissent que son arrivée dans le monde est bien une arrivée heureuse. Malheureusement, nous le savons, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir cet environnement familial. Et peut-être nos sociétés ont-elles à réfléchir sur ce qui pourrait être fait pour aider les parents en difficulté à fournir cet environnement à la fois sécure et stimulant à l'enfant. Je pense que ce qu'on pourrait appeler le soutien à la parentalité reste assez largement un angle mort des politiques publiques, qu'il existe des initiatives d'État dans un certain nombre de cas, associatives dans d'autres, pour aider les parents à assumer leur rôle, mais qu'un certain nombre d'entre eux, pour des raisons qui tiennent à leur histoire, pour des raisons qui tiennent à leurs occupations, pour des raisons qui tiennent aux accidents de la vie dont ils ont été victimes, qu'un certain nombre d'entre eux sont en difficulté aujourd'hui pour assumer cet accueil de l'enfant dans le monde. Et il nous faut, je crois, nous mettre en face de cette réalité-là. Nos sociétés ont besoin de se dire que nous ne pourrons probablement rien faire sans un travail avec les parents, sans un travail pour que les parents fournissent
dès les premiers mois de la vie, cette sécurité stimulante qui permet à l'intelligence de s'éveiller. Les parents, c'est le premier pilier. Il ne faut pas l'oublier et il faut renforcer, il faut que nos sociétés renforcent le plus possible le soutien à cette parentalité. Le deuxième pilier, c'est l'école. L'école, elle a été fondée précisément pour permettre à l'enfant de sortir de la famille, sortir physiquement, se déplacer, aller ailleurs, pour découvrir que le monde n'est pas réduit au cercle familial. Le cercle familial est essentiel, fondamental, mais l'école ne se réduit pas, le monde, pardon, ne se réduit pas à lui. À l'école, on va découvrir qu'il y a d'autres enfants qui vivent dans d'autres environnements, dans d'autres familles, avec d'autres convictions, d'autres croyances, d'autres manières de vivre. On va découvrir qu'il y a au-delà de l'habitat, au-delà de l'immeuble, un quartier, au-delà du quartier, une ville, au-delà de la ville, un pays, au-delà du pays, un monde, au-delà du monde, une planète, au-delà de cette planète, un univers. On va découvrir qu'il y a d'autres langages que celui que l'on a parlé dans la famille. Et ici, au Luxembourg, cette découverte est particulièrement importante. On va découvrir surtout qu'il y a un monde où la légitimité n'est pas tout à fait la même que celle qui régit l'ordre familial. Dans l'ordre familial, ce qui est important, c'est d'être aimé. Ce qui est important, c'est de respecter et de faire plaisir. C'est de construire une relation d'amour réciproque entre les différents membres du cercle familial. À l'école, ce n'est pas important d'être aimé. Non pas qu'on interdise que l'on s'aime, mais ce n'est pas ça le critère. À l'école, le critère, c'est l'exigence de précision, de justesse et de vérité. À l'école, on peut se passer de l'affection du maître ou des copains. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'intérioriser l'exigence de précision, de justesse et de vérité et d'entrer dans un monde où l'intervention légitime, c'est celle qui est le plus près de la vérité. L'intervention légitime, c'est celle qui utilise le mot juste, c'est celle qui explicite ce qu'elle veut dire, c'est celle qui va au plus près du savoir le plus exigeant. Alors oui, il faut que l'enfant découvre qu'il y a un autre monde que celui de la famille et que ce monde, c'est celui de l'école, que ce monde élargit le cercle, que des cercles concentriques vont progressivement s'organiser autour de lui jusqu'à découvrir ce grand cercle de l'humanité solidaire. Car s'il y a quelque chose que la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle nous ont appris, c'est bien que la solidarité entre les humains et avec la planète n'est pas d'abord une valeur, c'est d'abord un fait. Nous sommes solidaires, que nous le voulions ou non. Et cette solidarité, on la découvre à l'école, on la découvre parce qu'au-delà de la famille, on fait corps avec un univers et on apprend à quel point on est une parcelle de cet univers, solidaire avec cet univers. On élargit le cercle et on partage les savoirs. Partager les savoirs. Voilà quelque chose d'essentiel et d'important. Chacun arrive à l'école avec sa singularité. Chacun arrive à l'école avec sa personnalité. Chacun arrive à l'école avec son histoire, parfois cabossée, parfois heureuse, le plus souvent à la fois heureuse et cabossée. Et ces individus singuliers vont partager les mêmes savoirs. Ils vont travailler sur cette alliance fondatrice de toute société entre l'acceptation de la diversité des individus et la construction de la communauté des savoirs. Ils vont travailler sur cette tresse essentielle à la construction de l'humain qui consiste à s'assumer comme une personne singulière et à partager avec d'autres le plus largement possible les savoirs. Les savoirs, pas nécessairement les croyances. Les croyances relèvent de la sphère familiale, de la sphère privée,
Les croyances ne sont pas, selon l'expression du philosophe Fichte, partageables à l'infini. Les croyances sont partageables avec ceux qui nous sont proches, avec ceux qui partagent des convictions. Je peux croire, par exemple, moi, avec quelques-uns d'entre vous, que je vais me réincarner dans une grenouille. C'est une croyance. Je vous fais remarquer que cette croyance, je ne peux pas la prouver, mais que vous ne pouvez pas prouver qu'elle est fausse. Et que donc c'est une croyance. Voilà. La caractéristique d'une croyance, c'est que je ne peux pas prouver qu'elle est vraie, mais vous ne pouvez pas prouver qu'elle est fausse. Elle n'est donc pas partageable à l'infini. En revanche, le théorème de Pythagore est partageable à l'infini. Il n'y a aucune limite au partage du théorème de Pythagore, si ce n'est l'inventivité des enseignants qui vont expliquer et faire comprendre ce théorème de Pythagore à tous ceux et toutes celles qui leur sont confiés. L'école est le lieu du partage des savoirs, c'est donc le lieu de la construction du commun par des individus singuliers. L'école, à cet égard, n'est pas simplement un lieu pour apprendre, c'est un lieu pour apprendre ensemble les mêmes choses, au moins jusqu'à un certain niveau de la scolarité. Et le « ensemble » est tout aussi important que le « apprendre ». Pour ma part, on pourrait me prouver qu'un enseignement strictement individualisé, en mettant les élèves sous électrode avec des logiciels, permettrait qu'ils apprennent plus vite à lire, écrire et compter, les langues étrangères et les mathématiques. Je ne suis pas sûr que je préférerais ce système plus efficace en matière d'apprentissage à une école où, certes, l'on n'apprend pas toujours parfaitement, mais où l'on apprend ensemble et où l'on apprend à partager et à partager avec les autres ce que l'on apprend. L'école est donc le second lieu, le second pilier de l'éducation, aussi important que celui de l'éducation familiale, qui le prolonge et en même temps est en rupture avec lui. Mais il y a un troisième lieu, un troisième pilier de cette éducation, qui est ce que nous appelons parfois les tiers-lieux. Alors le terme est un petit peu jargonneux. On va dire les loisirs, mais au sens le plus large du terme. Les tiers-lieux, ce sont les clubs de sport, les chorales, les engagements humanitaires, mais aussi le groupe d'adolescents au pied de l'immeuble qui organise un match de foot. Les tiers-lieux, ce sont des lieux où nos enfants, nos adolescents s'engagent en fonction de leur goût, s'engagent en fonction de leur désir et prennent des responsabilités. Et apprennent à découvrir ce que c'est qu'un collectif dans lequel on s'engage librement et dans lequel on prend des responsabilités qui confèrent une autorité. Ces tiers-lieux sont essentiels pour l'enfant. Ils sont essentiels parce qu'ils échappent à la fois à la tutelle familiale et à la tutelle scolaire, qu'ils permettent de rencontrer des adultes qui sont sur un autre registre, qui n'ont pas le même niveau de pouvoir par rapport à l'enfant, et qui sont d'une certaine manière des intermédiaires entre l'enfance et l'âge adulte, qui vont pouvoir entendre des choses que le père, la mère, l'enseignant ne sont pas toujours capables d'entendre, parce qu'ils sont encore un petit peu dans l'enfance, mais qui vont permettre aussi à ce jeune, à ces enfants et à ces adolescents, d'avoir une parole de quelqu'un qui est déjà sorti de l'enfance. Ces tiers-lieux, ils sont essentiels aussi parce qu'on y découvre le vrai sens de l'autorité. L'autorité, c'est ce qui est le corollaire de la responsabilité dans un collectif. Il n'y a d'autorité légitime pour un enfant que si elle est liée à une responsabilité qu'il prend. L'autorité s'exerce non pas au nom d'un pouvoir, d'une force que l'on aurait et qui nous permettrait d'imposer quelque chose aux autres, mais au nom d'une responsabilité qu'un collectif nous a donnée et qui nous confère une autorité en tant que nous sommes responsables de quelque chose. Il y a là quelque chose d'essentiel pour l'enfant, de découvrir la vraie nature de l'autorité et de découvrir que l'autorité n'est pas le pouvoir, que l'autorité n'est pas la force, que l'autorité, c'est une responsabilité qui confère des droits et des devoirs. Je me souviens avoir visité, il n'y a pas très longtemps, un petit centre social en France où une petite fille de 4-5 ans
me dit, quand elle m'accueille dans le lieu qui était un lieu où il y avait des aquariums, moi je suis responsable des aquariums. Et j'ai le droit de dire aux grands qu'il ne faut pas salir les aquariums, qu'il ne faut pas mettre des saletés dedans. J'ai autorité sur les aquariums. J'ai autorité parce que j'en suis responsable. Parce que j'en suis responsable. Et cette autorité, elle n'est pas liée à ma force. Je suis une petite fille, il y a des gaillards de 17 ans qui sont là aussi. Elle n'est pas liée à même une compétence extraordinaire que j'aurai. Elle est liée à ma responsabilité dans le collectif. C'est en tant que je suis responsable de ces aquariums que je dois garantir que personne n'y mettra, me disait-elle, des saletés ni ne les polluera. Cette petite fille, elle a découvert ce que c'était que l'autorité en s'engageant dans un collectif où elle exerce une responsabilité. Alors voilà, il y a ces trois éléments structurants de l'éducation que sont la filiation dans la famille, l'accès au savoir partagé dans l'école et la découverte de la responsabilité au service des autres dans un collectif. Trois découvertes essentielles et dont je dois dire que la discontinuité est à certains égards éducative. Il faut que l'enfant apprenne à vivre dans ces différents lieux et à comprendre que ces différents lieux ont des règles différentes, obéissent à des logiques différentes, et c'est parce qu'il vit dans ces différents lieux que progressivement, il va être capable de construire sa propre autonomie et de se forger sa propre personnalité. Alors l'éducation a besoin de ces trois piliers, mais l'éducation s'inscrit aussi dans un écosystème beaucoup plus large.